chère Linda, je suis ravi de t'avoir avec moi ce soir. On vous accueille évidemment pour une nouvelle soirée. Je suis très très heureux de vous retrouver avec une amie, avec une grande professionnelle. Vous allez voir de la communication. Sachez que quand elle vous regarde, elle est capable de voir 2500 trucs comme ça que vous n'êtes pas capable de capter pour... Alors, je rigole un petit peu, mais qu'à moitié, car c'est une vraie professionnelle. On va en parler évidemment. On va aussi écouter son histoire, comment elle est arrivée là, ses aventures, parce que c'est aussi une grande entrepreneuse. Donc, elle va nous parler de son histoire, à la fois perso, mais aussi professionnelle. Et puis, bien sûr, de communication non verbale. Je suis très, très heureux parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Comment tu vas, Linda? Ça va bien! Quel plaisir d'entendre ton accent, cher ami. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment ou qui voudraient davantage te connaître, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire qui te présente? Qui me présente? Ouais. Eh bien, moi, je suis synergologue, donc mon travail consiste à enseigner la communication non verbale. Je travaille principalement dans le milieu des entreprises, mais je rejoins l'humain à travers l'entreprise. Donc, j'enseigne vraiment. L'objectif d'enseigner la communication non verbale, c'est vraiment d'avoir la capacité de voir au-delà des mots. Et ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard là dans la rencontre. Mais rapidement, c'est ça. Mon travail consiste vraiment à sensibiliser les gens envers cette communication qui est silencieuse, mais qui pourtant communique beaucoup plus l'état émotionnel que les mots savent le faire. Donc, c'est surtout... Donc, j'ai une école de formation. Tranquillement, je bascule sur la formation virtuelle. Donc, comme beaucoup d'entreprises en formation, avec ce qu'on vit actuellement. Donc, ça se fait de façon un petit peu plus accélérée. Donc, nos formations sont offertes là en salle et virtuellement depuis récemment. On peut dire aussi que tu as fait beaucoup de PNL, hein, tu es enseignante même PNL, si je me souviens. Ben, c'est ça, quand tu es venue à Pralognan. Oui, j'ai refait mes classes avec toi par la suite. Mais il y a en 2000. C'est le bon moment. Oh, mais c'est là j'ai fait mes classes. Mais en fin de compte, si on veut faire un petit retour en arrière, je te dirais, j'ai étudié au début la programmation neurolinguistique en 2010, si je me souviens bien. On abordait la communication non verbale, donc j'ai fait tous les niveaux jusqu'à enseignant. Et ensuite, j'ai commencé un cursus de 3 ans en synergologie pour pouvoir bien décrypter, bien comprendre davantage le langage non verbal. Et je suis allée aussi faire un petit saut en Europe pour la première fois en 2012 et je suis allée étudier les profils de préférence cérébrale, donc pour bien comprendre les stratégies cognitives. Comment les gens réagissent, à certains enjeux, comment ils communiquent leurs préférences, comment on fait pour dénouer des... Donc, on a des préférences cérébrales, donc c'est ce que je suis allée étudier dans ces années-là. Et j'étais à l'époque salariée pour une institution financière ici au Québec, où j'ai travaillé durant de nombreuses années. Et suite à ces formations-là, ben, j'ai fait une transition vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, alors on va revenir évidemment sur ta vie, mais aujourd'hui tu rayonnes principalement alors dans des entreprises au Québec, mais aussi en Europe, parce que tu viens assez régulièrement en Europe, hein? Oui, absolument. Mais je suis allée quelques années de façon assez régulière, hein? Mais je m'adressais principalement aux particuliers. Donc, j'ouvrais des séminaires. C'est là que j'ai eu la chance de connaître plusieurs parmi vous, parmi ta communauté. J'ai offert plusieurs séminaires de week-end. Donc, j'enseignais sur des bases de 3 jours la communication non verbale. Et ensuite, j'ai voulu me diriger un petit peu plus vers le même marché qu'il y a ici au Québec. Et là, ça devenait un peu plus compliqué de solliciter les grandes entreprises. Donc, récemment, j'ai fait, avec le gouvernement du Québec ici, eh bien, on était là en mission commerciale pour solliciter davantage les grandes entreprises. Donc là, actuellement, on travaille un peu dans ce niveau-là. Donc, avec les 2 ambassades en Belgique, en France et au Québec, donc en collaboration toutes les 3 pour démarcher là un petit peu, offrir notre expertise qu'on a ici au Québec, mais l'offrir là chez vous en France. Excellent. Et puis tu as fait beaucoup de formations aussi pour le grand public. Oui. Des formations en parallèle au même endroit. Absolument. Merci encore. Parce que c'est comme ça que j'ai pu démarrer. Parce que c'est quand je t'ai connue, Paulo, que j'ai pu vraiment
offrir ces formations-là chez vous en France. Et c'est drôle parce que ici, j'étais dédiée au monde des affaires seulement. J'étais en entreprise parce que, bon, quand j'ai démarré, j'étais seule. C'est difficile de démarcher au niveau du grand public, d'offrir des formations et de remplir une salle. Moi, je te lève mon chapeau, je trouvais ça vraiment compliqué de le faire. Alors que d'aller solliciter une entreprise, pour moi, c'était plus facile parce que je venais probablement de ce milieu-là. Et quand je suis arrivée en France, ben suite à notre rencontre, ben, tu m'as invité à partager là, des séminaires avec toi. Et c'est là que j'ai pu commencer les activités. Donc, ce qui est drôle, c'est que en France, j'avais la chance d'offrir mes activités aux particuliers, alors que ici au Québec, je savais pas le faire. je trouvais ça vraiment compliqué parce que ça demande quand même un grand réseau. Là. Tu sais, toi, tu as un réseau extraordinaire, puis tu l'as bâti au fil des années. Ça fait plus de 30 ans, je pense, que tu fais ce que tu fais. Mais c'était vraiment ma porte d'entrée, c'était de commencer par offrir mes séminaires dans tes groupes à toi. Alors, tout a commencé avec toi, avec la synergologie. Alors, revenons un peu sur tes racines. Toi, donc, comment les choses ont démarré pour toi, je veux dire, dans ton lien avec l'évolution personnelle, dans un sens assez large, avant d'être dans ce monde de la communication, de l'accompagnement, qu'est-ce que tu faisais? D'abord, ça remonte à combien de temps, en fait, ce démarrage? Au niveau de l'entrepreneuriat? OK. Ben, d'abord, c'est voire même du développement personnel, hein, je veux dire. OK. Ben, je te dirais, la première rencontre que j'ai eue en développement personnel, ce qui m'a finalement fait prendre conscience, c'est que j'étais très jeune, Paulo. J'ose pas dire, mais je pense que j'avais peut-être 18 ans. J'avais lu j'avais un livre entre les mains que j'ai gardé encore aujourd'hui. Puis j'avais dit, alors si j'en parlais, je l'aurais sorti. Je suis certaine que je l'ai encore. Ça s'appelait Les 33 lois du bonheur. Et 33 lois du bonheur. Oui, et ça me disait, je le mettrai en photo en lien après. Et tout ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est qu'à ce moment-là, ça me dit, ça veut dire que le bonheur, là, ça dépend de nous. On a du pouvoir là-dessus. Pour moi, c'était comme un point une prise de conscience, je te dirais. Et plusieurs années après, il y a eu la prophétie des anges, que probablement beaucoup de gens ont lu dans les années 96 à peu près. Il y a eu un film ensuite là-dessus sur les coïncidences et tout ça. Et pour moi, c'était pas tant une révélation, c'était plus une confirmation. Je me disais, wow, ce que je pense, ben, je suis pas toute seule à le penser. Puis, fait que pour moi, c'était comme une continuité. Et j'ai démarré ma vie très tôt, à l'âge de 23 ans, dans le milieu financier. Donc, j'ai travaillé de 23, autour de ça, non, j'avais un petit peu plus que 23 ans, dans le milieu financier. Donc, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, bon, d'abord comme caissière, ensuite commis, etc. Et j'ai monté les échelons jusqu'à la fin où j'étais conseillère en développement des affaires. Donc, je formais des centaines et des centaines d'individus, des professionnels, à offrir leurs services et à augmenter le taux d'adhésion dans les services qu'ils offraient. D'accord. Donc, c'était un milieu qui était, qu'on peut penser que c'est froid, parce que dans le domaine financier, on n'est pas dans la croissance personnelle, mais j'arrivais à me démarquer et je pense, j'ai toujours cru que la raison pour laquelle j'arrivais à me démarquer, eh bien, c'est que je me préoccupais d'abord du lien que les gens avaient avec leur clientèle plutôt que de travailler sur le savoir-faire. Je travaillais plus sur le savoir-être. Et c'est comme ça que un jour, les années m'échappent un peu, mais à un moment donné, j'ai appliqué sur un poste dans la ville de Montréal. Moi, j'étais en région. Et quand j'ai appliqué à Montréal, on m'a dit, tu sais, Linda, c'est pas parce que tu es bonne dans ta région que tu vas être bonne à Montréal. Parce qu'à Montréal, c'est la jungle et c'est difficile. Et là, j'ai eu peur de manquer de ressources et c'est là que je suis allée suivre des formations en programmation neurolinguistique. D'accord. Donc, ce qui a provoqué pour toi cette démarche, c'est cette insécurité par rapport au fait que tu allais aborder un nouvel environnement humain? J'allais aborder pas tant un nouvel environnement, mais une nouvelle région qui est comme la ville, la grande ville, Montréal, versus les petites régions où j'étais plus dans l'Anaudière. Donc, dans l'Anaudière, ben, ça allait bien, je réussissais bien, mais quand on m'a dit, si tu as le poste à Montréal, tiens-toi bien parce que ça va être beaucoup plus difficile. Et là, j'ai eu peur de manquer de ressources.
Et ce que j'avais compris de la programmation neurolinguistique, c'est qu'il y avait un système de ressources là-dedans qu'on pouvait. Donc, je suis allée suivre cette formation-là. D'abord, pour aller me chercher un peu d'outils, mais je me suis fait prendre au jeu. Donc, j'ai fait praticien, maître praticien, enseignant, j'ai fait les beaux. Et au fil du temps, parce que c'est quand même ici, c'est quand même sur une base d'à peu près 3 ans, au fil du temps, mais j'utilisais ces outils-là pour aider mes gens à créer des liens plus authentiques avec leur clientèle. Et ça marchait. Vraiment, j'avais du succès, mais dans le fond, c'est leur succès. Moi, j'étais redevante de leur succès à eux. Donc, eux utilisaient ces clés-là et ça leur permettait de créer des liens de confiance plus solides. Et quand ils offraient un produit, mais les gens avaient pas cette barrière-là d'inconfort parce qu'ils étaient dans un monde financier. Donc, ils arrivaient à avoir des liens. Ça crée plus d'humanité dans tes liens. Et puisque on rebondit sur cette notion de PNL, j'en profite un petit peu, puisqu'évidemment, c'est un thème qui m'intéresse. Quel est le premier impact qu'a eu pour toi, justement, cette découverte du monde humain? Je veux dire, au-delà, avant même de le propager pour d'autres et évidemment d'en avoir un impact dans une relation qui était plus commerciale ou en tout cas plus entreprise. Est-ce que toi, dans ta propre démarche d'évolution personnelle, ça a été, en quoi ça a eu de l'influence? Est-ce que ça a modifié des choses particulières dans ton rapport avec toi-même ou aux autres? Moi, je pense que ça m'a beaucoup rassuré. Tu te souviens? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme ça, toi, dès le départ? Il y avait, comme je te dis, il y avait une question de me reconnaître, de me valider à travers ça. J'aimais l'idée d'apprendre un concept et de dire, il y a un nom là-dessus. Moi, je le faisais, mais je savais pas que ça existait concrètement. Donc, ça nous rassure en tant qu'individu parce qu'on a nos petites stratégies, qu'on a développées depuis l'enfance. Puis on pense que c'est propre à nous. Et là, on s'aperçoit que non, c'est une méthode, il y a une méthodologie derrière ça qui est enseignée à d'autres individus. Donc, ça nous rassure, ça nous donne une valeur supérieure à nos yeux, à nos propres yeux à nous, parce qu'on dit, oui, si je le pratiquais, donc c'est excellent. Ça t'a rassuré. Et puis, en même temps, ça t'a permis de redonner de la valeur, en fait, à des choses que tu percevais, que tu utilisais même déjà. Oui, puis peut-être que je les utilisais, peut-être pas autant que je l'ai utilisé après, parce qu'une fois que tu prends confiance en ça et tu dis, voyons, tu sais, c'est des outils qui sont enseignés à des milliers, aujourd'hui des millions de personnes, tu les utilises davantage. À mesure que je les apprenais, ce qui est intéressant, c'est que je pouvais les transférer dans le milieu des affaires et faire, tu vois, que j'ai beaucoup, ça m'a beaucoup aidé en tant que coach parce que j'avais peut-être environ 1000 personnes que j'accompagnais par année parce que j'accompagnais entre 15 à 17 institutions financières par année. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gens, plus la direction et tout ça qu'on rencontre et tout ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. Et quand j'allais valider avec eux et que je voyais que ça fonctionnait avec eux, c'est merveilleux. Ça, on a la... Fait que c'est ça m'a aidé beaucoup à m'élever, à me donner confiance et à avoir accès à des outils rapidement là, au niveau de l'entraide, d'accompagnement finalement. Super. Et puis on va revenir sur la définition, si tu veux bien, Linda. Puis après on évoluera sur ton histoire, mais sur la définition de la synergologie, parce que tout le monde ne connaît pas ce terme. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse sur le lexique corporel. Donc, qui s'intéresse à tout le langage silencieux, que ce soit au niveau des expressions du visage, que ce soit au niveau des gestes, des postures du corps, de quelle façon le corps se positionne, tout ça pour bien comprendre l'état interne. Donc, à travers le lexique corporel, bien comprendre l'état émotionnel de l'individu devant soi. Donc, c'est vraiment l'étude, moi j'aime bien l'appeler le langage silencieux, malgré qu'on doit aussi inclure toute l'intonation de la voix. Donc, l'intonation de la voix, ce n'est pas silencieux. Mais c'est vraiment une étude qui est menée d'abord par Philippe Turchet. Donc, c'est un Français aussi qui habite au Québec. Donc, la synergologie a maintenant, je compte plus les années, mais c'est plus de 20 ans de recherche qui est enseignée ici au Québec, en France et dans plusieurs autres pays. Alors, on sait que c'est une étude qui a vraiment développé beaucoup de finesse dans l'observation. Oui, absolument. Parce qu'on va jusqu'à détecter, je crois qu'il y a plus de 2000 indicateurs rien que sur le visage, sur les rapports aussi entre les choses, sur
c'est assez complexe. Hein. Il suffit pas comme ça de de faire un petit week-end de formation. On peut repérer des choses dans un week-end. D'ailleurs, toi, tu fais des super week-ends là-dessus. Mais si on approfondit la synergologie, c'est une véritable science. C'est une discipline, exactement. C'est une discipline qui est quand même assez rigoureuse. Et il faut faire attention. J'aime ça quand on mentionne le fait que ce n'est pas des vérités absolues, Paulo, parce que souvent les gens on peut prendre un livre rapidement, un lexique corporel, et lire que ici, ça peut être du rejet, ici de l'agacement. Tu comprends? On peut décrypter beaucoup d'items, comme tu dis, 2000 quelques items, mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège, parce que la communication, c'est complexe, l'être humain, c'est complexe. Il y a un environnement, donc faut tenir compte. Il y a l'état de l'individu, ce qu'il vit au moment présent. Donc, il y a beaucoup de choses. Comme tu dis, ça ne s'apprend pas nécessairement en un week-end. En un week-end, on peut apprendre beaucoup de lexique corporel, mais il faut toujours avoir en tête, dire ce sont des informations privilégiées auxquelles on a accès. Et ensuite, il faut les mettre dans le contexte et il faut toujours, et je répéterai jamais assez, toujours valider. Si je vois chez toi une fermeture, que je lis chez toi 3-4 items qui s'enchaînent et ça me laisse croire qu'il y a une fermeture, si je peux pas conclure, dire Paul, à ce moment-là, il s'est fermé. Je peux pas le conclure. Je peux avoir une bonne idée, mais maintenant, pour comprendre le pourquoi, je le saurai jamais si je questionne pas. Je peux le voir et me dire, je crois qu'à ce moment-là, Paul s'est fermé parce que j'ai lu tel et tel item. Mais maintenant, je dois le valider. Parce que la raison pour laquelle tu t'es fermé, peut-être que c'est moi, mais peut-être que c'est la personne qui est passée derrière, peut-être que c'est une idée qui te passait à travers l'esprit, peut-être qu'au même moment, tu as pensé, ce que j'ai dit t'a fait penser à quelque chose, et c'est à cette idée-là que tu t'es fermé. Peut-être qu'il y a eu un odeur que tu n'as pas communiqué avec nous, et ça fait que tu t'es fermé. Donc, on peut lire des choses, ce sont des informations, mais il faut avoir la conscience d'aller valider avec l'individu. Donc, le lexique corporel, je vous dirais, dans l'enseignement, en tout cas chez nous, à l'Institut de Rome, il y a, c'est la théorie. Mais avant, il y a le comment on le fait, il y a la théorie, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec? Une fois que j'ai lu, je fais quoi? Si je présume, eh bien, c'est malheureux. Je voudrais revenir un peu sur ton histoire et sur la manière dont les choses ont évolué pour toi. Okay. C'est-à-dire que, bon, tu découvres la PNL, là se passent des choses assez importantes pour toi, tu découvres davantage, tu reprends aussi un peu confiance, tu revalorises un certain nombre de choses que tu ressentais et que tu développes après avec peut-être plus de finesse. Évidemment, ça a un impact assez rapide dans ton environnement professionnel puisque tu es conseillère, hein, en affaires, donc ça veut dire que tu accompagnes des personnes, tu leur donnes des clés, tout ça. Et puis après, il y a cette quête, on pourrait dire, autour de la communication non verbale, notamment de la synergologie, où là, tu décides d'aller plus loin. Oui, exactement. Donc, à l'époque où on était tantôt, mais c'est ça, je termine le cursus en PNL et on avait abordé la communication non verbale. Et là, ça, j'avoue que j'étais restée sur ma faim. J'en voulais plus, j'aurais ouvert davantage. Et un jour, j'allais reconduire ma fille à la garderie et une dame a prononcé le mot synergologie. J'ai dit, tiens, j'ai jamais entendu ce mot-là, mais il est rentré dans ma tête comme une tache d'encre. Là, je suis allée chercher et il y avait un séminaire durant le week-end. Donc, j'ai suivi la formation et encore une fois, je me suis fait attraper, comme je me suis fait attraper par la PNL, par la synergologie. Et là, je suis allée à fond pendant 3 ans, même plus que ça, 3 ans et demi d'études pour pouvoir bien comprendre le lexique corporel. Et encore une fois, j'étais toujours à l'emploi de l'institution financière ici au Québec. Donc, j'utilisais ces clés et je les transmettais. Donc, je pense que d'enseigner nous permet de réapprendre aussi donc je transférais l'information et encore une fois les équipes se levaient, les équipes atteignaient des sommets extraordinaires. Puis c'est drôle parce que c'est à un moment donné où j'étais en invalidité que j'ai pris conscience de l'importance de ces partages-là que je faisais. Et c'est là que tout a basculé et que j'ai quitté mon emploi pour être... Et là, qu'est-ce qui s'est passé qui a, selon toi, favorisé en fait ce changement? Ben, c'est sûr que j'avais en moi cet appel. J'avais en moi cet appel de dire, je voulais être
à mon compte, je voulais être entrepreneur. On sait, hein, les entrepreneurs, on a cette forme de liberté-là qui est un besoin en nous. On a envie de pouvoir partager nos croyances, peu importe lesquelles sont nos croyances, mais on a envie de partager, on croit, on est des rêveurs, on est des gens de liberté. Je pense que c'est propre aux entrepreneurs. On veut avoir la liberté de s'exprimer, de faire les choses comme on l'entend. Et donc, déjà, ça m'habitait beaucoup. Et quand j'ai eu une invalidité qui a duré plusieurs mois. Je m'étais déchiré l'épaule en faisant du patin à glace, une activité scolaire avec ma fille. Et ça, c'est arrivé au mois de février. J'accompagnais donc mes nombreuses équipes. Et là, en février, je me fais mal, mais je veux pas arrêter de travailler parce qu'on est en début d'année. Et là, au niveau des corporations, au niveau des entreprises, en début d'année, on lance notre année, ensuite on surfe sur l'année. Donc, je voulais pas arrêter de travailler. Mais de février à mai, j'ai eu 3 accidents d'auto. Les 3 accidents d'auto, à peu près à même hauteur sur l'autoroute ici, près de chez moi. Et les 3 fois dans l'épaule, j'avais encore un coup qui... Donc, rendu au mois de mai, j'avais pas le choix, je dormais plus. Donc, je vais voir le médecin, puis il me dit, Linda, tu dois absolument arrêter de travailler. Tu peux plus arrêter, tu peux plus continuer. Tu as 13 millimètres de déchirés dans l'épaule. Et pour que ça guérisse, tu dois arrêter. Alors, c'est là que j'ai arrêté et c'est là que j'ai compris que... Puis ça, c'est la phrase à un de tes amis, hein. Un bon coach travaille son inutilité. J'avais compris ça, mais j'avais pas le mot. Oui. Exactement, c'est Lionel Calderini. Quand il a dit ça, j'ai dit, wow, là, je comprends, j'ai fait un lien avec ce que j'avais vécu. Et quand j'ai... Je rappelle la phrase pour ceux qui l'auraient pas entendu. On travaille à son inutilité. C'est-à-dire, c'est de l'autonomie, en fait. Exactement, transmettre l'autonomie à l'autre. Et c'est là que j'ai pris conscience de ça, parce que quand j'ai arrêté de travailler, mais j'avais un bon positionnement. J'étais première au Canada ici, là, dans l'institution financière, parce qu'on avait du hors Québec. Quand j'ai arrêté, je pleurais parce que je me pensais inutile. Tu sais, je me disais, bon, les équipes vont toutes diminuer. Et pas du tout. En juin, je regarde les résultats, les équipes sont encore toutes en haut. Bon, juillet, toutes en haut. Ou encore, mais je vois, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, mes collègues est-ce que tous ceux qui font le même travail que moi sont en vacances? Qu'est-ce qui se passe? Ça a duré 6 mois. Et là, j'ai compris que quand on donne des outils qui permettent aux gens de se transformer, pas de transformer leur activité, mais de se transformer, tu peux ne plus être là et eux continuent. Alors, ils maintenaient pas juste leur taux, ils continuaient à évoluer et ça fait du bruit parce que les gens qui faisaient le même travail que moi, qui accompagnaient d'autres équipes, mais ils se disaient, comment ça fait? Elle est plus là. Mes équipes s'appelaient Orphelins parce que j'étais en invalidité. L'équipe de Orphelins continue à progresser. Nous, on travaille, on arrive pas. Et la seule différence palpable que je voyais entre moi et mes collègues, eh bien, c'était probablement mes outils un peu bizarres, qui est la PNL, la synergologie que j'enseignais au profit du savoir-être plutôt que de travailler sur le savoir-faire. Puis là, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, wow, depuis le temps que tu dis que tu veux être entrepreneur, là, je pense que là, tu as la preuve que les outils que tu partages sont efficaces. Donc, aie le courage de tout quitter. Et là, c'était pas facile, Paulo, parce que j'avais 47 ans. J'avais 47 ans, mais j'avais encore un enfant assez jeune, Perle, qui était quand même au début de la dizaine. 47 ans, 25 ans de service. Je réussis bien. Je suis la première. Là. Au moment où on se parle, à ce moment-là, je suis la première là dans tout le mouvement, qui est quand même une grande entreprise au Québec. C'est 45 000 employés. Donc, dans ma division à moi, dans ce que je fais, donc j'ai le savoir-faire, j'ai la reconnaissance. Je suis pas à plaindre financièrement. On me traite très, très bien. J'ai la sécurité, la reconnaissance, j'ai tout ça. Mais il y a cette petite voix-là qui me dit, regarde comment tes outils fonctionnent. Vas-y, plonge. Mais c'est épeurant. Tu dis, si je plonge, ça fonctionne pas. Mais là, j'avais vraiment eu un gros cadeau, là. Le ciel m'avait pas épargné, là. Tu sais, j'avais vraiment eu tous les signes, la blessure, 3 accidents d'auto, faut que j'arrête. J'ai plus le choix, j'arrête et je vois les gens continuer à performer. Donc, j'ai dit, OK, go, je quitte. Alors, j'ai fait ça rapidement, j'ai écrit et j'ai dit, écoutez, quand mon épaule va être guérie, je vais démissionner. Et on m'a dit, ben, si t'es pour démissionner, on va s'entendre tout de suite parce que en ce moment, ton territoire est vide. J'ai dit, OK. Donc,
On a pris entente, j'ai quitté et j'ai démarré Verum à partir de ce moment-là, en 2013. Et depuis ce temps, ben, je suis entrepreneur. Ah, mais c'était vraiment, tu sais, j'aurais pu peut-être partir avant, mais j'ai tout le temps ce petit manque de confiance là en nous qui nous dit d'un coup que, tu sais, puis j'avais une grande sécurité là, j'avais un bon employeur, j'avais tout ce qui était facilitant pour moi. En tout cas, toi, c'est à ce moment-là que ça s'est joué pour toi, Oui, Linda. absolument. C'est là que. Et à un moment donné, donc tu décides d'aller de l'avant. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? OK, mais là, c'est une autre histoire que je peux vous partager parce que peut-être qu'on a des gens qui veulent le faire, puis je voudrais pas qu'ils fassent la même erreur que moi j'ai fait. Alors, je vais me permettre un peu de partager ce petit bout-là. Donc, vous avez pu comprendre déjà que j'étais un peu insécure. Hein? J'avais besoin de beaucoup de validation à travers la PNL, ensuite à travers la réussite de mon travail pour me confirmer que j'avais quelque chose. Et là, il arrive le temps où je démarre mon entreprise. Alors, là, je me dis, je veux pas vivre dans l'inconfort. Donc, je prends l'équivalent d'une année de salaire et j'appelle un courtier que je connais bien. Je lui dis, prends ces sous-là, place-les, mais remets-moi à tous les mois l'équivalent du salaire que j'avais quand je travaillais. Comme ça, mais il me semble que je vais être plus créative si je suis dans ma zone de confort. Je veux pas manquer, je veux pas être inconfortable. Et là, ça part. Là, je commence à créer mon entreprise. Je me donne un nom. Je m'appelle Idée Action Communication. Les couleurs sont rouges. Je bâtis tout ça. Là, je me dis, c'est pas assez parfait. On recommence. Et là, je dis, non, je dois m'appeler Verum parce que Verum en latin, ça veut dire vérité. Et là, ça me parle. On recommence le branding. On s'appelle Vérité. Bleu, ça me rejoint plus. On s'en va dans le bleu. Et là, on fait des formations. On crée des formations. Je les ai jamais enseignées, là. Et là, pendant ce temps-là, mon compte, ça baisse. Et à un moment donné, je regarde dans mon compte et j'ai pas vendu une seule formation encore. Je regarde dans mon compte, il me reste l'équivalent d'un mois. Et là, j'ai dit, il faut vraiment que je vende des trucs, il faut que j'arrête de les faire, il faut que je les vende. Et là, je vais rencontrer, on est au mois d'août. Je suis même pas dans ma région. Je suis dans un condo un peu plus à 3 heures de chez moi. Et là, je dis, faut que je retrouve un rendez-vous lundi matin. Faut que j'aille vendre mes formations. Et là, le vendredi, j'appelle, je prends rendez-vous. On me book un rendez-vous le lundi à ma grande surprise. Il me dit, ben oui, justement, mes employés sont presque tous en vacances. J'ai du temps, viens me rencontrer. Et là, il me raconte son enjeu. J'avais jamais pensé, moi, à cet enjeu-là. Donc, j'avais rien bâti pour cet enjeu-là, qui n'existait pas, moi, encore dans ma réalité de quand j'étais salariée, 11 mois plus tôt. Alors là, je lui dis, ben oui, aucun souci, on va organiser. Et là, je crée rapidement un plan de formation. Et je lui dis, moi, je vais t'offrir ça, mais j'ai rien bâti encore, là. C'est dans ma tête pour répondre aux besoins qu'il y a. Je repars avec ça, il me dit, OK, parfait, on y va de l'avant. Et là, je signe un montant assez important. J'arrive chez nous et là, il faut que je bâtisse une formation. Mais croyez-le ou non, en peu de temps, je l'ai fait. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'essayais de penser ce que les gens pouvaient avoir, mais la vie va tellement vite, Paulo. Quand moi, j'avais quitté cette organisation-là, ça n'existait pas l'enjeu que lui m'a présenté 11 mois plus tard. Donc, j'avais perdu 11 mois à faire et à refaire, à vouloir être parfait. Hein, comme Martin dit, des fois, l'imperfection, là, accepter d'être imparfait. Je voulais que ce soit parfait. Puis je pensais savoir c'était quoi les besoins. Donc, et c'est là que j'ai compris cette réalité-là. Et après, ben là, je me suis vraiment accotée sur les besoins de mes entreprises. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi par la suite. Alors là, tu soulignes quelque chose de très, très important pour avoir accompagné beaucoup de personnes, y compris dans le développement d'activités professionnelles. Il est vrai que, et on le retrouve dans notre propre évolution personnelle, c'est-à-dire de toujours se dire, mais comment moi je vais pouvoir apporter aux gens, j'aimerais, etc. Donc on part dans toute une réflexion intérieure, et comment je pourrais faire ma différence, et comment ceci, et comment cela, je me forme, et comment je pourrais monter mes modules. Et moi-même, pendant des années, d'ailleurs, avant d'aller dans les entreprises, j'ai créé mes propres modules. Il y en avait sur la com, sur la gestion du stress, sur le management, sur le conflit, sur le rapport. Et en fait, tous ces trucs que j'ai créés chez moi, bon, c'était intéressant pour le travail, mais la réalité, c'est que j'ai jamais vendu ça, en fait. C'est exactement ça. Changé.
exactement dans cette même démarche quand tout d'un coup tu te dis, mais je vais arrêter de construire pour les autres en fait. Je vais juste m'ouvrir, aller écouter quelles sont les sensibilités des personnes, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles veulent, et tout d'un coup dire, mais enfin si on peut les aider à passer de là à là, alors voilà comment je vais le faire en fait. Exactement. Ça, c'est. L'autre réalité, c'est que tu avais quand même un peu de formation derrière toi. Hein. Tu n'es quand même pas arrivé les mains vides, mais, non, quand même. Mais en tout cas, la démarche avait changé. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Puis, c'est comme ça encore aujourd'hui avec ce qu'on vit en ce moment, le COVID, ce qu'on vit. Là aussi, c'est fou comment est-ce qu'on peut être, devenir très créatif quand on suit ce qui se passe au moment présent, comme j'avais fait à cette époque-là. Hein? Là, il m'a parlé d'un enjeu, j'avais même pas tout à fait tout compris. J'avais compris le sens, mais le cœur, c'était pas clair. J'avais bâti quelque chose qui me laissait de la latitude et tout ça. Donc, on devient hyper créatif. En ce moment, avec le COVID, un peu la même chose qui s'est produite. Moi, j'étais exclusivement en salle, des conférences, donc je formais des gens dans les entreprises. Mais je venais de faire une réorientation sur une planification stratégique sur 3 ans. Donc, mon entreprise était vouée à aller vers l'offre en ligne. Mais je m'étais donné un horizon. Je m'étais donné 1 an pour transformer et sur 3 ans des réalisations. Quand le COVID est arrivé, je venais juste de louer mes locaux, acheter les ordinateurs, les bureaux, décorer, mettre des beaux rideaux, tout était prêt. Il me restait juste à appeler une compagnie d'RH et engager les gens qui devaient remplir les bureaux. La même journée, tout est arrêté. Les gens qui font des salles de 25 personnes et plus, on arrête. Donc là, on est mi-mars. Et moi, je viens de terminer mon dernier coup de rouleau. Tout est prêt pour engager. Alors là, j'ai dû me réinventer rapidement. Je pouvais plus offrir les formations en salle. J'ai eu des téléphones, conférences, tout annulé. Les formations en salle, tout annulé. Moi, c'est de ça que je vis là, à ce moment-là. J'ai pas d'autres revenus. J'ai une formation en ligne qui est dédiée dans un milieu très spécifique à l'immobilier. Mais pour ma clientèle, j'ai rien. Alors là, je suis toute seule. Je dois créer des formations en ligne. Je dois faire c'est frais. Ça remonte à quelques semaines. Il y a quelques semaines. J'avais une formation en ligne qui était dédiée aux gens de l'immobilier, qui est offerte juste pour l'association d'eux. C'est même pas offert au grand public, là. Alors là, en quelques semaines, dans mes grands locaux toute seule, parce que je peux plus avoir personne qui travaille avec moi, je dois me réinventer. Alors, je reprends un ordinateur, je m'en reviens chez moi, et là, qu'est-ce que les gens ont besoin? Ce que les gens ont besoin là, il n'y en avait pas de besoin il y a 2 semaines. Comme quand j'ai vu mon premier client, ce qu'il avait besoin là, les mois d'avant, il n'y en avait pas besoin. Alors là, je me suis dit, OK, les gens vont devoir faire de plus en plus de virtuel. Et dans le virtuel, ce que j'entendais, c'est que les gens disaient, ouais, mais c'est pas pareil, Linda. Tu rencontres un client, tu le sens. Tu étais avec lui, il y a le feeling, il y a l'échange, mais à travers un écran, on le sent pas. Donc, c'est différent. Et là, je me suis dit, moi, je peux t'aider. Là, c'est sûr que je peux t'aider. Parce que ce que tu dis que toi, tu sens pas, moi, je vais t'aider à observer plus le corps. Et si tu observes plus le corps, qui, soit dit en passant, plus facile à l'écran qu'en vrai, si tu reçois, oui, parce que notre regard se croise jamais. Tu me regardes, mais tu me regardes pas, donc tu m'intimides pas. Tu regardes l'écran, tu regardes pas la caméra, tu comprends? Bref, je reviendrai sur ce sujet. Là, je me suis dit, là, je peux aider les gens. Alors, j'ai créé une formation pour aider les gens à améliorer leur rencontre virtuelle. Tout simplement en disant, tu n'auras pas le feeling, mais si tu observes plus, tu vas pouvoir connecter plus parce que tu vas le voir à tout moment. Oups, il se retire, oups, il y a un doute, il se dit ceci, il s'intéresse, il perd l'attention, il augmente l'attention, il y a de l'anxiété. On est capable de tout lire ça sur un corps. Donc, je me suis dit, c'est un bon outil que je peux offrir là et c'est un bon prétexte, sincèrement, à dire aux gens, ben là, tiens, ça peut devenir aidant pour toi, la communication verbale. Et à partir du moment, puis moi, je savais très bien, j'ai dit, peu importe combien de temps que ça dure, le truc du COVID, puis de l'augmentation d'intérêt par rapport au virtuel, quoi que je pense, ça va durer après. Je me suis dit, les gens qui vont se pratiquer à l'écran, ils vont devenir drôlement bons en présentiel après. Absolument. Donc, alors, je me suis réinventée, Paulo. La première formation en ligne, ça m'a pris 6 mois à la faire. Et la formation que j'ai fait là, ça m'a pris
2 semaines. Hmm. Je suis allée à une vitesse éclair. Puis quand on est entrepreneur, ben, on a de la facilité des fois à étirer nos journées. En 2 semaines, j'ai tout créé le programme. Il était tout là dans ma tête. Il se créait plus rapidement que j'avais le temps de l'écrire. Hmm. Et c'était, actuellement, c'est un succès, là. Les gens l'utilisent. Puis, mais c'est pour ça qu'il faut accepter l'inconfort qu'on sait pas demain quand on est entrepreneur et dire, hey, réponds aux besoins actuels, parce que même si tu penses pour demain, pour dans 6 mois, dans un an, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Fait que essaie juste d'être aujourd'hui, réponds aux vrais besoins, adapte-toi. Faut avoir ça en soi quand on est entrepreneur, parce que il y a rien de garanti, il y en a pas de sécurité. On sait pas comment se passe. Puis je pense qu'à l'époque où on est, tout va drôlement plus vite qu'il y a 50 ans. Absolument. Alors, absolument, on est dans un processus permanent de rebondissement et le terrain change en permanence. Et je pense qu'effectivement, ces changements seront de plus en plus rapides, ce qui nous invite du coup à être de plus en plus flexibles, de plus en plus souples, de plus en plus agiles par rapport à ça. J'ai toujours cette image de cette rivière qui descend de la montagne, de cascade par des moments de voilà où elle se pose, des moments où elle reprend de l'accélération, des moments où ça tourne. Et au fond, la vie, c'est ça, c'est cette faculté à s'adapter à un terrain toujours différent. Puis essayer de trouver son plaisir au moment où ça change. Absolument. De vivre ce plaisir du changement, en fait. Et c'est ça, finalement, l'aventure. C'est ça que j'aime, moi, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est pas forcément un entrepreneuriat qui se fait parce qu'on crée une société, mais on va entreprendre le fait d'améliorer ses relations avec ses enfants, avec sa santé, et c'est entreprendre quelque chose qui nous fait vibrer dans le cœur. Et c'est cette dimension que je trouve magnifique. Et évidemment, elle donne place à l'idée d'entreprendre, je veux dire, professionnellement. Mais avant, j'ai 2 points sur lesquels je voudrais revenir avec toi. Le premier, c'est quand tu te retournes à travers le temps, je veux dire à 5 ans, 10 ans en arrière, que tu revois un peu tout ce parcours que tu as traversé, avec des moments de haut, des moments de bas, comme nous tous. Quel serait, toi, finalement, au vu des moments de changement comme ça, qui ont été des phases importante de transformation, quel serait le message que tu aurais vraiment envie de glisser dans l'oreille de Linda, peut-être il y a 10 ans ou dans ces moments un peu particuliers, qui, au vu maintenant du fait de, même si l'aventure continue, bien sûr, mais quand tu te retournes un peu en arrière comme ça, quel serait ce message que tu aurais envie de glisser entre les oreilles de Linda quelques années plus tôt, et qui finalement serait chouette un bon message probablement aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent? Je ne sais pas si ça va rejoindre tout le monde, mais moi, je sais qu'il y avait beaucoup cette notion de confiance. Combien de fois j'ai eu des idées extraordinaires, mais j'osais pas les mettre en avant et je voyais la personne d'à côté qui arrivait avec l'idée, puis je me disais, non, mais j'y croyais moi aussi, mais j'avais pas le courage de... Quand il y a des choses qui montent, quand il y a des... ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dû, quand j'ai quitté, j'ai adoré le travail que j'ai fait, là. J'ai rien à dire contre le 25 ans de carrière que j'ai fait. Dieu merci, ça m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses. Mais j'aurais pu faire ça avant. Parce que, mais il y a toujours cette petite part-là. Mais moi, s'il y a un message que je peux vous dire, ça va être celui-là. C'est quand ça revient tout le temps. Visite, vas-y. Quand ça revient tout le temps, l'idée de, mais c'est, la pulsion est là, l'envie est là, mais c'est le mental qui dit non, 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 c'est dangereux, vas-y pas. Il y en a qui se sont déjà blessés là-dedans, il y en a. Mais ça, c'est le mental. Mais quand ça monte, là, go. Fais un pas vers. Tu sais, la vie, moi, je pense que c'est une aventure, c'est une expérience, tu sais. Puis bon, on a toutes des croyances différentes ou peut-être qu'on se ressemble tous à quelque part, mais je pense qu'on peut pas étouffer ça tout le temps parce que à l'heure dernière, là, ce qu'on n'aura pas osé faire, je pense que c'est ça qui va remonter. Faut essayer. Quand ça remonte tout le temps, allez-y, allez goûter. Et en tout cas, ce qui vient. Oui, parce que c'est pas inutile quand ça rappelle, ça revient tout le temps à, moi, ça faisait des années. Écoutez, de 2008 à 2013, là, je sais pas combien de fois j'ai dit, là, je vais quitter. Mais
2008 à 2013, c'était quand même un 5 ans récurrent. Ça part les années avant ça que j'y pensais et que j'osais pas. Donc, ça serait ça, tu sais, écouter davantage puis arrêter d'avoir peur parce que la pire chose qui aurait pu arriver, c'est que ça fonctionne pas. Puis dans le pire scénario, ben, j'aurais retourné comme salarié. Mais... La vie récompense l'action, et en tout cas, oser donner de la place à ce qui vibre dans le cœur, se faire confiance et accepter d'y aller, quoi. Même si on sait pas, ça sera quoi après. Ouais. Oser avancer. Alors super, ça c'était ma première question, Linda. Et ma deuxième, c'est plus en référence avec aujourd'hui la manière dont tu diffuses ton message, donc tu en as un petit peu parlé. Tu as un lien, on va en parler un petit peu après, on va laisser venir Jérôme, mais tu as aujourd'hui tu diffuses davantage sur Internet, donc ce qui veut dire que tu peux donner l'accès à un plus grand nombre de personnes, hein, c'est ça, de la possibilité de se former s'ils veulent aller plus loin avec toi. Parce que je pensais à toutes les fois où tu es venu en France, mais comme tu viens, en tout cas pour l'instant, tu as prévu de revenir là, dans les prochains mois, peut-être pas? La dernière visite fut en février. Je sais pas quand sera la prochaine avec ce qu'on vit actuellement, mais dès qu'on peut, on revient, c'est certain. Là, je suis en train de tisser des liens avec Bruxelles pour offrir là-bas. Donc, c'est sûr que oui, je vais revenir. En tout cas, les personnes peuvent te suivre via Internet aujourd'hui. Oui, et puis avec les formations en ligne, c'est bien parce que ça m'a encore une fois poussé un peu à le faire rapidement, mais tous les programmes qu'on offre actuellement en salle, eh bien, sont appelés à être en ligne. Là, actuellement, il y en a un qui est très thématique, ça s'appelle Réussir vos rencontres virtuelles ou en présentiel, parce que ce qu'on apprend, on l'utilise aussi en présentiel. Ce programme-là a été créé justement pour comme j'expliquais un petit peu avant, là. Donc ça, c'est en ligne. C'est 2 heures de formation et je peux dire maintenant, je peux vous le dire parce que ça fait 2 que je fais, là. Quand on enseigne en ligne, là, c'est épouvantable le contenu qu'on donne en peu de temps. Il n'y a pas d'interaction, on se donne pas le droit de la matière. Donc, en 2 heures, je donne beaucoup de matière. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ajouté 1 heure de webinaire. Donc, les gens ont 14 modules qu'ils font chez eux, à la vitesse qu'ils veulent. Dans lequel qui conduit, puisque tu m'avais envoyé un lien sur cette proposition. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, vous pouvez aller voir dans la zone de texte qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez un lien. Alors, on va proposer à Jérôme de venir nous rejoindre. Et là, te voilà. Salut Jérôme. Ok, super. Donc, vous avez un lien. Donc, réussir vos réunions virtuelles. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation à la communication non verbale, enfin verbale et non verbale, mais surtout en ligne. Et voilà, c'est 2 heures de formation. C'est un condensé assez large, plus un webinaire. C'est une belle façon de commencer à goûter en fait à toute cette dimension. Et je peux vous assurer qu'avec Linda, vous n'allez pas perdre votre temps. Les mots viennent de la tête alors que l'émotion se voit dans le corps. C'est vraiment ça, ce que les gens ressentent. Si on regarde le corps, on regarde les mains, on regarde les axes de tête, on est capable de mieux comprendre où est la personne. Et on est souvent bien intentionné, donc on veut pas tout partager. Il y a beaucoup de non-dits. Mais quand on est capable de comprendre le non-dit de l'autre sans qu'il ait verbalisé, eh bien là, on monte en niveau d'empathie. On est reconnu comme des gens empathiques et c'est tout simplement qu'on a observé. On a observé avec attention et bienveillance. Parce que regarder l'autre, on le fait constamment. Tout le monde regarde l'autre en communication. Mais peu de gens regardent réellement. Observent ce qui se passe. Et quand on commence à observer, on peut plus arrêter de regarder parce que il y a beaucoup plus d'informations qui viennent que juste les mots. Les mots sont souvent gênés, ils ne disent pas tout, ils en gardent pour eux. Alors que avec l'observation, on est capable d'aller ouvrir le cœur de l'autre, comprendre, être plus empathique. C'est vraiment une passion. Comme ça, imagine que tu es en salle avec toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais envie de leur poser pour justement avancer ou évoluer dans cet univers de la communication? Puis après, on va remonter quelques questions qui sont arrivées à travers le chat. Mais comme ça, d'une manière très générale, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser aux gens? Alors, évidemment, on n'a pas préparé. Non, mais c'est bien, j'aime ça. En fait, c'est de toujours vous poser la question, est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je juge dans ma tête?
Parce que ce que j'ai appris au fil des années à travers la communication non verbale, c'est que plus on observe, plus on comprend le langage non verbal, moins on juge. OK? Donc, quand vous êtes en communication avec un individu et que là, la petite communication interne commence, et là, vous dites, non, mais il est prétentieux, ou peu importe, le petit message, des fois, un peu désagréable de jugement qui nous habite, est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je pense? Est-ce que ça mériterait pas d'être validé? Parce que on a facilement ces petits jugements-là dès qu'on en parle, dès qu'on se sent agressé, attaqué, malmené. Et souvent, c'est que les parents, eh bien, on va interpréter les choses. Moi, ce que je souhaite, c'est de sensibiliser les gens à plus observer pour moins juger. Et quand il y a des questions, on pose des questions. Quand on accepte de ne pas être certain d'avoir la vérité, on pose des questions et là, on valide. Donc, peut-être vous poser la question la prochaine fois quand on est des humains, hein, on a ce petit jugement facile-là. La prochaine fois que vous aurez un petit jugement, vous dites, est-ce que je suis vraiment sûre de ça? Parce que on interprète beaucoup, ne serait-ce qu'un exemple, Paulo. La peur et la colère, ce sont des émotions qu'on fait souvent erreur. Parce que les deux, quand on parle avec un individu et que la personne a peur, souvent on va l'interpréter comme de la colère. Parce que ce sont deux émotions négatives, ce sont deux émotions intenses et le corps va se rigidifier, la personne va reculer parce que quand on a peur ou on est en colère, on peut faire ça. Et là, si on porte pas trop attention, on peut dire, oui, il est en colère. Mais non, peut-être qu'il avait juste peur. Et si on avait pu observer davantage au niveau de la bouche, par exemple, je donne un exemple, la colère va faire que les lèvres souvent vont aller vers le haut, vont démontrer les dents d'en haut, alors que la peur, les lèvres vont se tendre, mais ils vont aller vers l'extérieur. La colère, les lèvres se tendent, mais vont vers le centre, alors que la peur, c'est l'inverse. C'est des petites observations, mais qui vous permettent de voir, oups, c'est pas la colère, c'est la peur, donc je vais interagir différemment. Voyez? Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a une multitude d'exemples comme ça où on dit, ben, si je suis attentif, peut-être que, parce que je crois que fondamentalement, on est des êtres humains. Les êtres humains sont bons. Et quand il y a une émotion négative, bien, elle repose sur quelque chose. Et si vous êtes capable de la voir, vous êtes capable d'ouvrir, vous êtes capable de changer l'orientation du moment. Fait que c'est ça. Poser la question, est-ce que je suis convaincue de ce que je pense au moment présent? Ou si ça mérite. J'aime beaucoup cette idée d'être attentif parce qu'en fait, on a besoin, le cerveau a besoin d'interpréter ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et la vraie question, c'est est-ce que l'interprétation à laquelle je suis est juste, en fait? Est-ce que, voilà. Elle est possible, mais il y en a tellement d'autres qui le sont. Exactement. Vous savez ce que je me dis? Moi, je me dis souvent la question. Alors, on va voir. Il y a quelques questions qui. Paulo, et moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Tu sais, par rapport à ce que vous dites, moi, je me dis souvent cette phrase-là. Est-ce que c'est une supposition? Ouais. Tu vois? Et en fait, je suppose toujours que c'est une supposition. Et un des 4 accords Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Donc du coup, ça. Je me dis souvent, est-ce que c'est une supposition? Parce que si c'est une supposition, c'est que la tienne, hein, tu vois. Et du coup, je rends le truc un peu plus simple, tu vois. Violette qui dit, quelles sont les clés pour ne pas afficher nos émotions à l'autre en face? C'est une grande question, ça. Hein. On peut remercier Violette pour cette question parce que c'est une question qui revient souvent, cette histoire entre ceux qui disent ah là là, je voudrais davantage exprimer mes émotions ou je veux les cacher. Je voudrais justement les protéger. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire autour de ça, Linda? Moi, j'ai envie de dire à Violette, tu sais, Violette, la communication non verbale ne nous trahit jamais. Elle nous traduit. Alors, l'émotion qu'on veut dissimuler, c'est avec elle qu'il faut parler. Parce que si c'est une émotion de peur, par exemple, c'est d'aller chercher une façon de rassurer parce qu'on ne peut pas contrôler tous ces micro-expressions qui passent à une vitesse folle dans notre visage. Et là, sans vouloir rentrer en détail avec Violette, mais la peur, la joie, la colère, le mépris, tout ça, ça active des petits muscles dans le visage, ça passe à un 25e de seconde, et ce qui est le plus étonnant, c'est que la personne face à nous, qu'il soit formée ou pas formée, est capable de le lire. La différence entre une personne formée et non formée, c'est que la personne non formée, elle les lit, ça parle à son inconscient, à son insu. Donc, elle ressent une émotion bizarre. Elle dit, j'ai l'impression que,
Donc, c'est des lectures subliminales qui sont une test folle, mais il n'est pas conscient qu'il l'a lu. Mais ça l'affecte quand même son intention, son impression par rapport à l'autre. Alors qu'une personne formée va le voir, mais va en prendre conscience. Donc, il sait qu'il vient de voir telle émotion. Et pour la personne qui veut pas dissimuler, eh bien, c'est juste impossible. Parce que à partir du moment où on dit je vais pas livrer mon information, donc je vais garder le camp droit, je vais pas trop bouger. Déjà, tu livres que tu es en contrôle. Déjà, tu livres que tu es en contrôle. Si tu es en contrôle, tu es en inconfort. Et plus on va porter attention à garder les gros morceaux sans bouger, exemple, les épaules droites, les mains sur les cuisses, la tête qui bouge pas, eh bien, tout ce qui voudrait s'exprimer va s'exprimer en micro-expression. Et là, ça va sortir comme des petits popcorn. Et là, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Donc, la communication verbale ne vous trahit pas, elle vous traduit. Maintenant, parlez à l'inconfort que vous voulez pas transmettre. C'est là, et là, ça relève vraiment de la PNL avec Polo. C'est les états internes et tout ça. Donc, la communication verbale, c'est votre meilleure amie. Elle exprime librement ce que vous ressentez, constamment. Et elle ne se trompe jamais. Sauf quand on décide de contrôler, là, on crée des petits trucs, là, mais on peut pas contrôler à 100%. D'ailleurs, il y a un espace, moi, qui m'a toujours marqué, c'est avec les enfants. C'est aussi vrai avec certains animaux, je pense aux chevaux, comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de séminaires aujourd'hui dans ce rapport entre humain et animal, à travers justement cette dimension de la communication. Avec les chevaux, beaucoup, hein? Ouais. Avec les chameaux. Les chevaux, derrière moi. Les chevaux, beaucoup, ouais. Les chameaux aussi, d'ailleurs, dans le désert. Et c'est vrai que, du coup, on voit avec les enfants, ils ont un facteur de détection très fort. Alors, ils n'ont pas forcément conscience de ce qui se produit, mais la réaction est immédiate. Et ils vont sentir ou pas sentir une personne. Alors, nous tous avons évidemment ces radars. Et ce que je trouve de très juste dans ce que tu dis, c'est que on peut contrôler certaines choses, mais il y a beaucoup d'informations qui passeront en micro-comportement et qui seront ressenties par la personne. Oui, parce que les micro-expressions sont inconscientes. Donc, si elles sont inconscientes, elles sont aussi incontrôlables. On ne peut pas les contrôler. Absolument. Donc, ouais. Et puis, on essaie de les interpréter comme on le connaît aussi. Ah, oui. Pardon? Puis on essaie aussi de les interpréter avec les connaissances que l'on a. Mais on ne sait pas encore à ce moment-là qu'il existe d'autres interprétations possibles. Ouais, tu fais une supposition là, peut-être. C'est possible. Je voudrais juste revenir sur ce que Polo parlait par rapport aux enfants et que tu renchéris aussi, Jérôme, par rapport aux enfants. C'est que les enfants, s'ils sont si bons pour détecter, c'est juste qu'il faut se rappeler simplement que quelques années auparavant, ils ont appris énormément de choses sans jamais verbaliser. L'enfant de 0 à 2 ans, il apprend, c'est là où on apprend le plus de choses. On apprend à marcher, à manger, on apprend tout, sans dire un mot. Et on est capable, l'enfant est capable de savoir quand papa est content, quand maman est pas contente, quand il se passe quelque chose, quand oups, ça va pas, lui va réagir avec des plans parce qu'il sent que l'énergie elle est lourde, mais il lit constamment non verbalement. Et c'est quand il commence à parler que là, on commence à le dresser. Et là, on lui dit, content, pas content, souris. Hein? Il rentre à la maison après l'école, puis là, il dit, maman, ça va pas? Ben oui, ça va. Mais non, mais on dirait que ça va pas. Je t'ai dit que ça va. OK, maman, ça va. Alors là, à partir de là, il commence à dire, je suis mieux d'arrêter de regarder ce que je vois et d'écouter ce qu'elle dit, ça va aller mieux pour moi. Et on fait tout ça. On le fait pas parce qu'on est mal intentionné, mais on se dit, mais je veux pas y partager mes tracas. Et ça fonctionne. Et là, ça fait des gens qui vieillissent, puis à 30 ans, il est en négociation, il fait la négociation de sa vie, il regarde l'autre et dit, oh, ça n'a pas l'air à aller. Et là, sa petite voix inconsciente lui dit, non, ça va. Et on continue. Mais on continue à percevoir, mais on se met une distance parce que on a bien appris à l'école à dire, ben, regarde ce qui est écrit, regarde ce qui est dit, apprends différentes langues pour être capable de communiquer. Mais on n'a pas appris aux enfants à garder puis il avait cette conscience-là, cette capacité-là. Alors moi, mon rêve le plus grand, c'est que d'ici à la fin de ma carrière, qui va sûrement être très, très, très tard, mais j'aimerais un jour me dédier au ministère de l'Éducation pour amener auprès des jeunes enfants cette conscience-là, parce que je suis persuadée, puis j'en parle des fois en conférence, je suis persuadée que si dès la jeune enfance à l'école, on dirait aux enfants, tu parles énormément non-verbalement. Je vais te donner juste un exemple rapide avant de terminer. Imaginons le petit garçon en maternelle ou en première année qui est à l'école et qui regarde son petit copain avec la haine.
si le professeur lui demande qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ce que tu viens, la façon dont tu vas regarder, tu veux dire quoi? Ben, je veux dire qu'il est stupide, qu'il est con. Ben, si les enseignants disaient, mais tu vois, t'as rien dit, mais ce que tu as exprimé, ça mérite, si tu avais dit que ton petit copain était con, est-ce que tu penses que tu aurais eu une réprimande? Oui. Eh bien, la façon que tu regardes, ça mérite aussi une réprimande. Si on corrigeait la communication non verbale dès le jeune âge, puis on laisse passer ça sous silence. Parce que si l'autre enfant va à la direction et dit, ben, je me sens pas bien dans ma classe, le petit copain à côté de moi, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va dire, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il m'a rien dit. OK, mais qu'est-ce qu'il te fait? Ben, il m'a rien fait. Ben, retourne en classe. On lui posera pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il te regarde? On corrige pas cette communication-là. Et on laisse aller jusqu'au moment où ça devient de l'intimidation. Parce qu'au départ de l'intimidation, il y a un regard qu'on va aller valider. Est-ce que je me positionne au-dessus? Si je me positionne au-dessus, tu diminues. Et ensuite, ça continue jusqu'au moment où il y aura des mots et ensuite des gestes. C'est un côté que l'enfant, il peut aussi avoir fait des présuppositions qu'il prend pour des réalités. Donc, le fait de le faire mettre en mots des choses, ça peut lui permettre aussi d'intégrer une perception différente. Exactement, exactement. Ça s'applique aussi aux enfants. Je pense que ça c'est un de mes grands rêves, mais je pense qu'on pourrait transformer les générations à venir si on sensibilisait nos enfants à tous ces messages non-verbaux-là et qu'on stoppait la communication silencieuse qui n'a pas sa place. On tolérerait pas en mots, mais on tolère en gestes. Bien sûr. Des fois, on va dire j'ai le sentiment, j'ai le feeling que. OK, ça arrive souvent, vous allez avoir une rencontre, et suite à la rencontre, vous allez sortir, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous sortez de la rencontre, je sais pas, j'ai le feeling que la personne me disait pas tout, j'ai le feeling que la personne était mal à l'aise, ou j'ai le feeling que ces feelings-là, moi, souvent, je les appuie sur des lectures inconscientes. Comme je disais tantôt, il y a des micro-expressions qui passent un 25e de seconde que votre œil ne peut pas capter, mais que votre inconscient est capable de capter. Et pour comprendre, vous connaissez probablement les images subliminaux qui passent à une vitesse éclair. Ben, c'est ça, la lecture non-verbale qu'on fait inconsciemment. Moi, j'essaie de rendre les gens conscients à ces lectures-là pour pouvoir s'appuyer davantage. Mais, donc, est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est de l'intuition? Ou est-ce que c'est des lectures non-verbales inconscientes? Moi, avec mes observations, il y a beaucoup de ce qu'on exprime comme impression, feeling, qui repose sur des lectures inconscientes comme celle-là. Pour compléter peut-être ce que tu dis, en termes de PNL, on dirait qu'on a le conscient, le préconscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ce sur quoi on pose consciemment notre attention. C'est en gros entre 5, plus ou moins 3, 4 informations simultanément. Après, on a le préconscient. Préconscience, c'est ce à quoi je peux très vite accéder si je porte mon attention dessus. Par exemple, si je demande à une personne combien fait 2 fois 8, il va me dire, s'il me dit 17, j'ai dit non, ça fait 16. J'ai pas besoin de réapprendre. Pourquoi? Parce que c'est là en arrière-plan. Et donc la masse d'informations est très grande. Par exemple, quand on apprend à conduire, au début, c'est compliqué entre le volant, le levier de vitesse, le rétroviseur, le clignotant, etc. C'est un peu compliqué. Et puis très vite, heureusement que les automatismes arrivent, c'est-à-dire qu'il y a une préconscience qui va automatiser ces gestes, qui fait que je peux lire un panneau, je peux réagir extrêmement rapidement à plein d'informations. Et heureusement que dans ma périphérie, en fait, en quelque sorte, mon cerveau est capable de capter énormément d'informations. Et je pense que plus on s'entraîne, comme tu l'as fait probablement dans des écrans à travers ta formation, plus l'œil, l'oreille est capable de capter des informations, comme un musicien est capable de capter des informations quand il écoute de la musique, alors voire même écrire des notes, alors que d'autres, moi par exemple, je suis capable d'écrire les notes de musique quand j'écoute de la musique. Donc, on voit que le cerveau, là, il développe donc du coup un facteur d'intelligence à la perception et à la réaction qui est de plus en plus fin. Mais notre conscient, même si on est expert, gère toujours 2 ou 3 paramètres, enfin 5 ou 7 paramètres en même temps. Sauf que à un moment donné, il va être très vite capable de prendre en compte 1 ou 2 informations ou de masse d'informations et du coup d'avoir une réaction qui est de plus en plus affûtée, de plus en plus éveillée, de plus en plus sensible. Et c'est ce qui va faire l'expertise, que ce soit d'un peintre, que ce soit d'un musicien, que ce soit d'un communicant, que ce soit d'un chef d'orchestre, que ce soit... Enfin, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on s'est entraîné, le cerveau est capable de gérer un champ d'informations de plus en plus important.
C'est un peu la même chose avec quelqu'un qui apprend à marcher sur un fil. C'est-à-dire que le système nerveux, au début, il n'est pas capable, enfin, il tient un peu, mais avec beaucoup d'entraînement, non seulement il est capable de tenir debout, mais il pourra marcher, être sur un vélo, faire de la jonglerie et gérer un champ de paramètres de plus en plus important, parce que le système n'est plus traité au niveau cortical, mais il est traité au niveau automatique. Et ce que je crois aussi, c'est que si on se rapproche de l'instinct, l'instinct, c'est ce qu'on va toucher notamment en situation de danger, c'est-à-dire qu'il y a une partie plus en plus profonde de survie qui va nous faire dire, sentir exactement où est-ce qu'il faut aller. Et notamment, on voit le centre instinctif sortir de plus en plus quand l'être humain est en situation de danger plus important. Moi-même, j'ai été confronté à des situations où le danger était très fort. Et là, on voit que au-delà des automatismes, il y a une forme encore plus profonde d'intelligence qui est capable, à une vitesse extrêmement rapide, de traiter de l'information sans même se demander si c'est une bonne ou une mauvaise information. Avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de points. Et ce que je crois, c'est qu'en matière de communication, quand on s'entraîne, alors on le voit avec des basiques de PNL, on le voit en synergo parce que ça demande énormément de travail, mais à force de capter avec beaucoup d'attention, eh bien, il y a cette capacité qu'a l'œil, tout simplement, à capter des informations à un niveau tellement subtil que, avec un champ de possibilités de réaction qui est tellement vaste que du coup, l'expertise se fait de plus en plus. Et j'ai envie de dire, pour certaines personnes, c'est très vite là. C'est-à-dire que quand on prend une maman, par exemple, une maman avec son enfant, elle est capable de capter des informations que la plupart des gens ne sont pas capables de capter. Moi, j'ai eu un frère qui avait un perroquet. Quand il le regardait, il disait, ah ben tiens, il va bien, il va pas bien, il est heureux. Moi, je voyais toujours la même tête, hein, franchement. Et puis, il voyait dans son œil, dans sa manière de bouger, dans son angle de vue, etc. Et donc, on voit quelqu'un qui... Moi, j'ai un ami qui dressait des chevaux et d'autres même, une autre qui s'occupait de fauves, une femme. Et elle me disait, mais c'est incroyable le champ de perception auquel on arrive à aller. On peut le vivre avec son chat, avec son chéri, avec... à partir du moment où on a passé beaucoup de temps à observer, on est capable de détecter avec une très très grande finesse. Mais il y a à la fois le cerveau observant, mais il y a aussi toute la sensation qui est captée à un niveau beaucoup plus profond. Et j'ai l'impression que la communication verbale nous entraîne, comme on apprendrait à jouer de la musique, elle nous entraîne à observer, à lire des indicateurs, comme on le fait sur la route quand on apprend à conduire finalement. Mais je trouve que ça se fait quand même assez rapidement, je te dirais, chez mes étudiants, parce que à partir du moment où moi j'appelle ça une bibliothèque mentale, c'est plus on ajoute des images, après ça on est capable de repérer. Quand je demande à des étudiants de regarder pendant une soirée des vidéos et regarder juste les sourcils, eh bien, il n'en revient pas comment ça bouge un sourcil, ça bouge tout le temps, tout le temps en mouvement. Mais si on a passé un peu de temps à les observer, ensuite, c'est mémorisé. Quand on discute avec quelqu'un, le sourcil bouge, on le voit. Mais avant ça, on peut avoir 50 ans et jamais avoir remarqué que les sourcils bougeaient. Absolument. À partir du moment où on capte, on mémorise des images, c'est comme si on accumulait plein d'images en arrière et on a un référentiel. Et là, on peut vraiment rapidement revoir les sourcils. Après, on regarde les mentons, ensuite on regarde. Mais c'est assez rapide, je trouve. Effectivement, c'est très rapide. Moi, je l'observe en PNL, sur les mouvements d'yeux, les mouvements de tête. On voit, on rentre pas dans la lecture de pensée, mais dans l'observation du mouvement, comme tu le disais tout à l'heure. Et je crois que l'œil va extrêmement vite. C'est incroyable comme le système nerveux est capable de gérer une masse en préconscience, une masse d'informations considérable, en fait. Oui, parce que sinon, ça serait fou. Essayer de, tu sais, faut comme tu dis, Paulo, ça va dans les bagages en arrière, parce que quand on communique, l'idée, c'est pas de commencer à regarder, ça serait terrible. Imaginez si on communique ensemble et j'essaie de regarder si le sourcil bouge, l'oreille, ça n'a aucun sens. Donc, on communique librement, mais comme on a mémorisé ces observations-là, quand elles se présentent, on les voit. Et là, on peut les cumuler. Mais on n'est pas à la recherche d'informations, ça serait... C'est là que le mode plus flow, ce qu'on appelle le mode flow, arrive en fait. Parce que on s'est entraîné à observer un détail, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et puis après, on lâche tout et on est complètement en mode flow. C'est-à-dire on sait même plus qu'on sait, quoi. On sait même plus qu'on sait, ouais. Exactement. Il y a Rachid qui dit comment détecter un mensonge. Moi, j'aurais suggéré à la limite sous la menace, sur une chaise, avec les yeux bandés, et puis avec 2-3 menaces. C'est peut-être... Bon, c'est pas très cool comme méthode, mais peut-être que ça peut marcher comme dans les films. Il y a plus fin.
C'est ça. Rachid, le mensonge, je vais peut-être décevoir quelques-uns, mais en même temps, je vais vous rassurer. C'est que le mensonge, il n'y a pas d'item lié proprement au mensonge. On peut comprendre que mensonge, puis il faut comprendre, là, je travaille quand même dans le milieu, j'ai une de mes formatrices qui est sergent détective crime majeur, elle a fait beaucoup d'interrogatoires, donc elle est en soi, elle était même enseignante dans son domaine, et on s'entend pour la même chose, on ne peut pas détecter le mensonge. Ce qu'on peut voir par contre, c'est un stress, là, il ne devrait pas en avoir un. Et là, ça soulève une question, et quand on creuse, eh bien là, on peut voir que ce n'était pas la vérité, donc c'était un mensonge. Mais par exemple, s'il y a une incohérence entre le langage verbal et non verbal. Si je vous dis ça va très bien, vous voyez qu'ici, ça se peut qu'il y ait un mensonge. Si je fais la configuration des mains qu'on appelle M4, 1, 2, 3, 4, je mets une barrière et je vous dis que ça va bien, vous allez dire, ben non, mais c'est curieux. Pourquoi quand même une barrière, ça va bien? Quand ça va bien, ça va bien. Comprenez? Donc, quand on voit des incohérences comme celle-là, en interrogatoire, exemple, parce que là, c'est vrai qu'ils sont en quête de mensonges, mais s'il y a constamment une déglutition à chaque fois que je dis le mot, je dis le prénom d'une personne, on dit, c'est curieux. Pourquoi qu'il y a toujours une déglutition? Parce que la déglutition, c'est un item inconscient, incontrôlable. On peut le mimer, mais on peut pas l'empêcher. Et ça se passe souvent quand il y a un grand stress, parce que les glandes salivaires vont cesser de fonctionner. Donc là, vous voyez, on pourrait dire, c'est peut-être un item de mensonge, ou des gens vont pointer cet item-là comme le nez ici, mensonge. Ce n'est pas du mensonge, c'est souvent du stress, mais quand il y a du stress là où il ne devrait pas avoir du stress, ben peut-être que derrière il se cache un mensonge, comprenez? Donc, faites attention à ça. Souvent, on va vendre du rêve, on va dire, moi là, je peux t'apprendre à détecter le mensonge. C'est pas la vérité. On peut vous apprendre à détecter le stress. Et là, selon le contexte, ben, vous pourrez voir. Mais ce qui fait un bon décodeur, premièrement, c'est d'être capable de voir. Donc, ça, c'est l'enseignement du lexique. Et ensuite, ce qui fait un bon décodeur, c'est comme un enquêteur, c'est de poser des questions. Et si vous avez au préalable établi le lien de confiance, parce que le protocole, c'est ça. Premièrement, établir le lien de confiance. Pour ça, il faut être authentique. On peut pas jouer l'authenticité puis créer un faux lien de confiance. Ça marche pas. Il faut vraiment être bien intentionné, avoir l'intention de créer une vraie relation, ouvrir son cœur, ouvrir l'authenticité, créer un lien de confiance. Ensuite, on communique. Si on sait lire le non-verbal, qu'on voit des trucs qui pop-up là où ça devrait pas pop-upper, on pose des questions. Et quand on pose la question, il y a deux possibilités. Ou je vais avoir une vérité ou un mensonge. Je vais avoir plus de chances d'avoir vérité si au départ, j'ai créé le lien de confiance. Si j'ai sauté cette étape-là, je vois du non-verbal incohérent avec le verbal, je pose une question, qu'est-ce que je vais avoir? La même chose qui vient de se passer. Du non-dit. La personne ne va pas révéler. Donc, il y a, au tout début, si on veut décrypter la communication verbale, faut créer le lien de confiance. Observer, poser des questions. Et là, on a la chance d'aller rechercher la vérité parce qu'on a bâti au départ. Mais c'est du rêve, Rachid, si je vous dirais, je peux vous enseigner, je vais vous vendre une formation, je vais vous enseigner à lire le mensonge. Ça serait contre-éthique, ça serait contre mes valeurs. Mon entreprise s'appelle Vérité, justement dans ce sens-là. Mais je peux vous apprendre à lire le non-verbal. Et là, ensuite, grâce à ça, vous pourrez peut-être avoir la chance d'avoir davantage de vérité dans votre vie. C'est très beau, ça. Super, ouais, magnifique. Merci, Rachid. Alors, est-ce qu'on est... Polo, tu avais une question, je crois, de mis de côté tout à l'heure, tu disais. Je crois que c'était... pour Linda et Paul, la priorité en premier, c'est la PNL ou la synergologie? Vas-y, Linda. Un peu des deux. Non, les deux. Un de ces jours, moi et Polo, on va faire un cursus ensemble. Vraiment. Ça fait longtemps qu'on en parle, d'associer les deux. Linda, qu'est-ce que tu auras envie de dire pour clôturer cette soirée à toutes ces personnes qui étaient avec nous ce soir et qui vont encore nous écouter dans ces prochains jours? Bien, s'il y a des gens qui avaient, pour qui c'était un premier contact avec la communication non verbale, moi j'ai envie de vous dire que vous ayez des formations, que vous en suivez ou pas, vous pouvez déjà commencer à faire un grand pas juste en observant l'autre.
de façon consciente. En le faisant, en donnant toute notre attention. Et déjà, vous allez voir des choses que vous n'aviez jamais vues. Et avec toute l'expérience qu'on a en tant qu'humain, on a quand même des chaînes de référence. On est capable déjà, essayer de faire attention de ne pas tomber dans le jugement, mais déjà observer l'autre. Et dans le pire des scénarios, là, si vous n'arrivez pas à décoder, mais juste le fait d'avoir regardé l'autre dans les yeux avec l'intention de, vous allez déjà améliorer la relation avec l'autre. Un regard vide, ça se sent. Un regard attentionné, ça se sent aussi. C'est complètement différent de ce qu'on va faire sentir à l'autre personne. Donc, regardez consciemment. C'est déjà un pas énorme là, vers l'ouverture de la communication non verbale. Mettre de l'attention, du raffinement. Donc, apprenez la communication non verbale avec Linda et vous serez plus amoureux dans votre couple et avec vos relations d'enfants. Donc, c'est un bon compromis quand même, sans déconner. Absolument. En tout cas, un grand merci à vous deux, Jérôme, Linda, pour ce moment partagé ensemble.